Smart et réglo, comme chaque semaine, et on accueille Étienne Pujol. Bonjour Étienne. Bonjour Arnaud. Vous êtes avocat en droit social au cabinet Berilo. On parle avec vous, et vous nous prenez un peu par la main d'ailleurs, pour ouvrir les pages du guide du recrutement de la CNIL. C'est une information. Alors, on apprend beaucoup de choses parce qu'il y a beaucoup d'informations auxquelles les chefs d'entreprise ne connaissent pas. C'est quoi concrètement ce guide du recrutement de la CNIL? C'est protéger celui qui va être recruté et qui va donner ses données personnelles, pour le dire simplement. Oui, et puis protéger aussi l'entreprise parce qu'il y a des droits, mais il y a aussi des obligations et tout ne peut pas être collecté à titre d'information. Donc la CNIL a recensé dans ce guide une sorte de, une somme de toutes les pratiques qu'ils ont constatées pour les dénoncer et en tout cas de cause pour indiquer et aider les exploitants de ces données dans le méandre du RGPD dont on a beaucoup parlé, le Règlement général de protection des données. 19 fiches pratiques. 19 fiches pratiques, plus de 100 pages à lire. Voilà, c'est ça. Donc, que j'essaie de synthétiser pour cette émission en quelques minutes. Mais effectivement, ils le veulent très pédagogique, donc pas très juridique, mais néanmoins avec vraiment un cadre général qui reste celui de la collecte de données personnelles des candidats dans les processus de recrutement. Et c'est ça qui est très important. Étienne, concrètement, quel processus, d'abord commençons, doit suivre l'entreprise? Alors, l'entreprise a tendance à considérer que, on prend des données, on poste une annonce, et puis on reçoit des candidats. Mais quand on reçoit des candidats, les candidats nous donnent leurs données personnelles. Ils nous donnent leur nom, leur prénom. Dans le CV. Et déjà ça, c'est une donnée personnelle. Le nom et le prénom, l'identité du candidat, c'est déjà une donnée personnelle. Et à partir du moment où vous en faites un tableur Excel ou juste vous prenez des annotations sur un bout de papier, c'est un traitement de données. Et tout n'est pas permis dans la collecte de ces données. On peut prendre des informations qui sont données spontanément par le candidat, mais d'autres informations, on ne peut pas le leur demander. Et puis, on doit les traiter selon un processus qui est prévu par le RGPD. Vous dites, enfin en tout cas le guide que vous avez lu attentivement, ces données, il faut les détruire. Il faut les détruire au bout d'un certain temps. On ne peut pas collecter comme ça des informations ad vitam aeternam sur des candidats. Les candidats notamment qui sont évincés du processus de recrutement. Vous recevez pour une annonce, vous recevez 10, 15, 20, 30 CV. Vous les amalgamez pour savoir lequel sera l'heureux élu dans le processus de recrutement. Mais les autres, qu'est-ce que vous faites de leurs données que vous avez dans votre tableur Excel, par exemple? Eh bien, au bout d'un moment, il faut les détruire. Mais même le candidat évincé, il a même le droit de vous demander ce que vous avez fait de ces données. Donc, ça s'appelle le droit d'accès aux données personnelles. Et donc, il faut être en mesure de pouvoir les restituer aux collaborateurs. Ce qui pose quand même un problème essentiel, c'est que si par inadvertance ou pas, sans forcément être mal intentionné, mais si vous mettez des annotations personnelles parce que vous l'avez eu en entretien et qu'il y a certaines choses qui vous ont déplu dans le comportement de la personne, si vous les annotez et que vous oubliez de les enlever, c'est du fichage. Enlever ça, eh bien ça peut être de la discrimination. Donc il faut faire très très attention dans la collecte des données. Il faut que les données soient, traitées d'une manière licite. Oui. Il ne faut pas que l'employeur, enfin celui qui vous reçoit, les vende derrière, pour le dire un peu simplement. Exactement. Alors il y a vendu. Exactement. Alors les obligations ne sont pas les mêmes selon que c'est le recruteur qui collecte les données et les exploite, que si vous passez par un prestataire qui va faire l'intermédiaire entre vous parce que vous confiez un chasseur de tête. Exact, ou un cabinet de recrutement. Un cabinet de recrutement, une agence d'intérim, etc. Donc les obligations ne sont pas les mêmes, mais même dans le processus de collecte des données, typiquement, il arrive qu'on fasse des enquêtes sur les collaborateurs. Donc on recrute un détective privé pour collecter des informations. Ce n'est pas licite. Il arrive, ce que dit la CNIL, qu'on enregistre le collaborateur à son insu lors du processus d'entretien. En vidéo en visio, par exemple, oui, on enregistre pour conserver la mémoire de ce qui s'est passé lors de l'entretien. Pour le réécouter. Et pour le réécouter. Si on ne prévient pas le collaborateur qu'il est enregistré, c'est une violation du RGPD. Donc vous voyez, tous ces petits réflexes que les entreprises doivent avoir dans les processus de recrutement, les entreprises et les directions des ressources humaines, dans les processus de recrutement, tout n'est pas licite dans la collecte des données. En lisant, et vous l'avez lu attentivement, je leur dis ce guide, lisez-le donc, ce guide vraiment sérieusement. Il est très bien fait, il y a des questions-réponses et tout ça. On ne peut pas demander la fratrie, les liens familiaux, le métier du père, alors que c'est un élément souvent assez intéressant pour raconter son histoire. Oui, c'est pas possible ça. Social. Alors, le candidat peut le déclarer spontanément, mais en revanche, poser des questions qui relèvent de la vie privée du collaborateur, c'est illégal. On ne peut pas demander, même la CNIL dit, même demander le numéro de sécurité
sécurité sociale aux collaborateurs dans le processus de recrutement, ce n'est pas valable. Pourquoi ? Parce que, non pas il y a une indication du genre, mais il y a une indication, par exemple, du département dans lequel on est né. C'est exact. Or, on n'a pas le droit de demander où est née la personne, parce que ça peut être un soupçon de discrimination en raison de l'origine de la personne. Donc vous voyez, tous ces éléments-là, il faut faire très attention dans la collecte de ces données. Mais vous, l'avocat, vous trouvez que c'est une vision restrictive, ces 19 fiches? Parce que là, on voit quand même que pour le recruteur, c'est un peu le casse-tête. Hein. On ne peut pas demander les parents, on ne peut pas demander le truc. C'est-à-dire que le recruteur, il doit poser des questions qui sont utiles à la sélection du candidat. Donc, qu'est-ce qui est utile à la sélection du candidat? C'est pas demander s'il y a des frères et des sœurs, ou encore pire, parce qu'on l'observe encore trop souvent, c'est demander à une collaboratrice s'il y a des projets pour avoir des enfants. C'est illégal, et c'est même totalement déplacé. Mais la CNIL prend le soin quand même de rappeler. Alors c'est pas ce guide, ce ne sont pas ces fiches pratiques qui sont restrictives. Elles ne font que réitérer ce qui figure déjà dans la réglementation française. Le RGPD, ça fait 5 ans qu'il est maintenant dans notre corpus juridique en France. Dans le vocabulaire. Et donc il faut l'avoir en tête, il faut l'avoir présent en tête. Et souvent les personnes qui procèdent au recrutement, eh bien elles ont comme ça des fichiers de données personnelles. Il faut savoir qu'il y a des contraintes qui y sont attachées. Notamment pour ceux qui récupèrent d'ailleurs les fichiers dans le off-boarding, parce qu'il y a des entreprises qui sont spécialisées sur le sujet, pour reventiler ces CV et les redispatcher. Donc là, il y a un vrai travail. Exactement. Si on n'a pas informé le collaborateur de ce que ces données allaient être réutilisées, eh bien, c'est illégal. Et le collaborateur lui-même peut demander à l'entreprise de les détruire. C'est-à-dire, à partir du moment où il n'a pas été sélectionné, il peut très bien dire, puisque je n'ai pas été sélectionné, je vous demande de détruire les données qui me concernent. Donc ça, et ça se fait beaucoup, ça c'est pratiqué. Les entreprises vous disent qu'il y a beaucoup de personnes. Les collaborateurs ne savent pas leurs droits. Et voilà. Mais c'est un droit qu'ils ont et l'entreprise ne peut pas s'y opposer surtout. Donc en fait, ça c'est la théorie et dans les faits, même d'ailleurs le collaborateur est bien embarrassé parce que s'il veut avoir le poste, il se dit que s'il commence à se cabrer sur ces sujets de RGPD, il a des chances de ne pas l'avoir. Oui, mais à partir du moment où il ne l'a pas eu, par exemple, s'il demande les raisons pour lesquelles il n'a pas obtenu le poste et qu'il demande ses données personnelles et que malencontreusement l'entreprise a mentionné des indications genre parcours syndicaliste ou politisé à gauche ou à droite. Exactement. Et dans ce cas-là, c'est illégal et il peut aller au prud'homme pour contester son non-choix. Dernière question, Étienne, de manière courte et simple. Combien de temps une entreprise peut conserver les données personnelles? Alors, ça dépend des données qui sont conservées. La CNIL, elle dit un temps raisonnable. Donc, effectivement, c'est quoi un temps raisonnable? C'est assez subjectif. Dans ce guide, elle dit qu'en moyenne, au bout de 2 ans, il faut détruire les données de ceux qui n'ont pas été retenus. Mais il peut y avoir des données plus courtes et des données plus longues. Et donc, voilà, ça dépend des données. Elle fournit d'ailleurs une fiche, enfin un tableau récapitulatif des données et de leur durée de conservation. Merci Étienne Pujol, cabinet Berilo. Vous avez pris le temps pour nous de lire ce guide. Lisez-le de la CNIL ou faites-le lire par vos DRH, par vos équipes ou par vos avocats d'ailleurs, pour avoir une vue très très précise, un panorama qui cadre bien la notion des données et de ce que vous pouvez dire en entretien. Exactement. Merci de nous avoir rendu visite, Étienne. Avec plaisir. Bon vent. On fait une courte pause et on s'intéresse au monde agricole à l'occasion de l'ouverture du Salon de l'agriculture. C'est intéressant de donner la parole pas forcément d'ailleurs aux grandes organisations, mais à ceux qui ont, par exemple, ça sera le cas de notre invité, ont fait HEC et ont décidé de se consacrer intégralement justement à la terre, pas uniquement pour la cultiver, mais pour la revitaliser, pour permettre au monde agricole de continuer à vivre dans l'agroécologie. On fait le point avec elle, elle est notre invitée juste après la pause.